effacé. Rebonjour à tous. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir maintenant Mathieu Secaldi, donc professeur de neurologie, responsable du CN2R PACA Ouest au CHU de la Timone à Marseille, le professeur Pierre Crolac-Salmon, donc vous êtes PUPH, neurologue et gériatre, chef du service de l'hôpital des Charpennes, directeur médical de l'Institut du vieillissement, et le professeur Claire Paquet, donc neurologue, chef du centre de neurologie cognitive et unité maladie à Cordes-Lévy, au GHU, à l'AP-HP Nord, à l'hôpital Lariboisière et Fernand Vidal, à l'Université de Paris, et vous êtes également membre du conseil scientifique de France Alzheimer. Bonjour à tous les trois, merci infiniment donc d'être avec nous aujourd'hui. On a déjà énormément de questions, donc j'en profite pour signaler à nos internautes qu'elles seront toutes traitées. Donc voilà, comptez sur nous. Les présentations ainsi donc les différentes références bibliographiques seront également à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous les demander. De même donc pour la brochure sur les troubles neurocognitifs vasculaires, soit vous nous envoyez un mail sur le chat, soit vous vous rendez sur le site de France Alzheimer et vous laissez vos coordonnées dans la rubrique Contact. Voilà pour les aspects pratiques. Et donc, je vous propose tout de suite de passer la parole successivement à nos trois experts. Donc, chacun va nous faire une présentation d'une quinzaine de minutes environ, de manière à ce que nous puissions prendre un maximum de questions. Professeur Mathieu Secaldi, je me tourne vers vous. Donc, vous allez commencer un peu cette présentation des maladies apparentées en présentant donc les différents aspects cliniques et donc la description des différents symptômes. J'ai le plaisir de vous passer la parole. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je vais essayer de ne pas être trop technique parce que c'est un sujet un peu technique, c'est une table ronde un peu technique que celle à laquelle Claire Paquet, Pierre Crolac-Salmon et moi-même participons. Donc pardonnez-moi un peu pour certains aspects techniques de cette présentation. Donc, je vais me concentrer effectivement sur les aspects cliniques qui sont centraux dans l'approche diagnostique de la maladie d'Alzheimer, mais également des maladies apparentées, en essayant de donner quelques indications sur les profils cliniques des principales maladies qu'on est amené à évoquer ou à écarter quand on est dans le cadre d'une démarche diagnostique. La suite. Alors, juste, mais Pierre Crolac, je pense qu'il l'abordera, ça a été évoqué. La démarche diagnostique, elle commence effectivement d'abord par le généraliste, ensuite la suivante, elle va se compléter par une approche plus spécialisée. Mais ce qui est important, c'est que finalement, dès les premières phases de cette démarche diagnostique, la clinique est centrale à l'approche du diagnostic. On ne fait pas un diagnostic de maladie d'Alzheimer uniquement avec des explorations paracliniques. C'est le point essentiel, c'est que l'interrogatoire va être très précis, parfois même considéré comme intrusif, pour essayer d'analyser la plainte, les comorbidités, et avoir aussi une approche qui est clinique. Donc cette approche clinique, elle est présente dès les premières je dirais, les premières étapes de ce parcours diagnostique, la suivante, mais elle se continue aussi, voilà, la suivante, avec une approche qui est également clinique quand on est dans un bilan plus complet qui peut se faire éventuellement dans le cadre d'une consultation mémoire chez un spécialiste. Il y a, et je pense que Claire en particulier l'évoquera, des explorations paracliniques qui sont forcément utilisées dans la démarche diagnostique, et la clinique est toujours centrale dans le diagnostic positif des maladies et dans le diagnostic différentiel, savoir différencier la maladie d'Alzheimer d'autres pathologies. La suivante. Alors, ça c'est de toute façon, cette approche clinique, enfin l'importance de la clinique, elle est soulignée par la Haute Autorité de Santé, puisque les recommandations, c'est que pour faire un diagnostic, enfin pour se lancer dans une approche diagnostique devant un déficit, devant un trouble cognitif, devant une plainte cognitive, il faut avoir un entretien avec le patient, avec l'accompagnant,
pourquoi l'accompagnant, ça a été évoqué précédemment, c'est que quelquefois le patient n'a pas nécessairement conscience de ses difficultés et l'accompagnant peut nous apporter des informations très importantes sur l'installation des symptômes, sur la nature des troubles qui ont conduit à la consultation. Bien entendu, ça se fait avec l'accord du patient. La clinique, c'est également avoir une approche cognitive qui va passer par une évaluation clinique de la cognition faite par le médecin, par une évaluation fonctionnelle, par une évaluation de l'humeur et du comportement, et aussi par un examen somatique. Tout ça, ça fait partie de la démarche clinique et ça fait partie des éléments que le médecin va collecter pour documenter son approche diagnostique, et ça sera complété par un examen, éventuellement un examen neuropsychologique. Alors, l'examen neuropsychologique, ce sont des tests, mais c'est quand même aussi une clinique, puisque ce sont des examens qui sont réalisés par des psychologues qui eux-mêmes vont avoir une démarche clinique dans l'approche et dans l'adaptation de ces tests, et pas uniquement une approche psychométrique. La suivante. Voilà, donc la démarche clinique, encore une fois, et ça sera la fin de mon propos introductif, on va être très attentif en fait dans le cadre des consultations au symptôme initial, savoir si le symptôme initial qui a conduit à la consultation était plutôt de nature cognitive, parce que c'est un trouble de la mémoire, un trouble du langage, ou plutôt de nature comportementale. On va être très attentif aussi sur le mode d'entrée dans la maladie, sur l'installation des symptômes. Est-ce que ça a été brutal ou est-ce que c'est progressif? On va aussi essayer, avec l'aide du patient et de son accompagnant, de reconstituer l'évolution des symptômes. Est-ce que les symptômes se sont installés et aggravés très rapidement, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une évolution lente, progressive? Est-ce que c'est continu comme évolution ou est-ce que c'est discontinue? Est-ce que les symptômes fluctuent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre pendant la journée? Tout ça fait partie de la démarche clinique qui va nous permettre d'essayer d'orienter notre enquête étiologique, bien entendu en même temps qu'on essaiera de mesurer les répercussions fonctionnelles. Et on aura in fine une approche qui va être une approche syndromique, c'est-à-dire qu'on va essayer de regrouper tous les signes et les symptômes que nous observerons et dont le patient et son aidant nous aideront à identifier les principaux traits pour essayer de les regrouper autour de ce qu'on appelle un syndrome. Et ce syndrome, pour nous, il va éventuellement nous amener à faire des hypothèses sur les systèmes cérébraux qui sont éventuellement. La suite, voilà. Devant un déclin cognitif, je vais passer en revue, j'en suis désolé, ça va être rapide, mais forcément, il y a vraiment beaucoup de causes qui peuvent être à l'origine d'un déclin cognitif. Et je commence par les causes psychiatriques parce qu'elles sont fréquentes. Il n'est pas rare que quelqu'un vienne se présenter à la consultation mémoire parce qu'il a des troubles de la concentration et de l'attention qui sont par exemple en relation avec un syndrome anxieux. Il n'est pas rare qu'une dépression qui s'accompagne nécessairement de troubles cognitifs soit à l'origine d'une consultation mémoire. Et effectivement, le tableau peut parfois être trompeur. Les marqués par l'humeur, les troubles du sommeil peuvent être faussants. Et on peut se poser la question d'une maladie dégénérative débutante alors qu'il s'agit d'une dépression. Alors, c'est un domaine qui est un peu compliqué, la dépression, puisque la dépression peut être en soi aussi pour un patient réel déficitif organique, ça peut être aussi une réaction, ça peut être aussi un mode d'entrée dans certaines maladies. Et puis par ailleurs, il y a des dépressions qui sont prises en charge par les psychiatres, qui s'avèrent atypiques parce qu'elles sont résistantes aux antidépresseurs, elles ne répondent pas favorablement à la pharmacopée, à tous les moyens que peuvent utiliser les psychiatres, et à ce moment-là, on peut se poser la question du cérébral. Donc les relations avec la dépression ne sont pas simples. Une maladie aussi qui est fréquemment rencontrée dans les consultations mémoire, c'est la maladie bipolaire, qui s'accompagne de modifications cognitives évoquant ce qu'on appelle une dysfonction frontale. Les lobes frontaux, c'est les parties antérieures de notre cerveau, ce qui
contrôle, on appelle les fonctions exécutives, un peu le chef d'orchestre de notre cerveau, eh bien, on peut avoir une atteinte frontale dans cette maladie bipolaire, alors qu'il n'y a pas d'atteinte dégénérative des lobes frontaux, et on peut aussi se poser raisonnablement la question d'un différentiel avec une pathologie du cerveau, une pathologie organique qui touche les lobes frontaux. De manière générale, il y a un ensemble que l'on peut regrouper sous le terme de trouble cognitif fonctionnel, c'est-à-dire qu'un déclin cognitif, un trouble cognitif ne signifie pas forcément une pathologie organique, une pathologie de l'organe cérébral, et les cliniciens sont de plus en plus alertés et conscients du fait que ces troubles cognitifs peuvent être d'origine non organique, d'origine fonctionnelle, et notamment ils sont attentifs à la cohérence de la clinique et ils recherchent une incohérence dans la clinique entre par exemple les symptômes allégués, les des tests, ce qui se passe dans la vie quotidienne, etc., etc. Donc ces causes psychiatriques de déclin cognitif ne sont pas à négliger, d'autant que pour beaucoup d'entre elles, elles sont curables et de manière efficace. La suivante. Ensuite, on a une liste de causes organiques de déclin cognitif, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en médecine. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Bon, il y a les maladies neurodégénératives qui sont effectivement le groupe principal des étiologies de déclin cognitif, avec la maladie d'Alzheimer qui est la première d'entre elles. Je dirai un mot ensuite d'autres maladies neurodégénératives, mais il y a aussi les types vasculaires. Je crois que ça va faire l'objet de présentations et de débats cet après-midi. C'est quand même une cause importante, c'est la seconde cause de troubles cognitifs chez le sujet âgé, mais pas que. Il y a des formes aussi génétiques qui affectent les sujets jeunes de troubles cognitifs vasculaires. Tout ce qui concerne des pathologies qui sont susceptibles de comprimer le cerveau de l'intérieur, dans le d'état, des hydrocéphalies, des hématomes, des tumeurs, et puis toute une série de causes qui peuvent être des causes carentielles, toxiques, infectieuses, immunitaires, neurodéveloppementales. Donc il ne faut pas s'imaginer que quand vous franchissez le seuil d'une consultation mémoire, d'emblée vous allez être mis dans une machine à broyer qui va aboutir à un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Le clinicien qui est face à vous va se poser des tas de questions et va notamment rechercher aussi des causes organiques qui sont susceptibles d'expliquer le déclin cognitif, et certaines d'entre elles peuvent aboutir à des traitements qui guérissent la maladie. Donc c'est donc très, très important d'avoir cette démarche. La suivante. Alors, je voudrais juste, avant de dire un mot des maladies neurodégénératives dans l'Alzheimer, vous rappeler que la maladie d'Alzheimer, c'est bien entendu souvent des troubles de la mémoire, mais pas simplement. On peut avoir des formes atypiques de maladie d'Alzheimer, et la clinique est parfois trompeuse. On a des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui commencent leur maladie par des difficultés à trouver les mots. Ce qu'on appelle une aphasie progressive primaire, ça c'est un syndrome, c'est pas une maladie, et cette aphasie progressive primaire peut quelquefois être causée par une maladie dégénérative de type Alzheimer, comme elle peut être causée par d'autres maladies neurodégénératives. Il y a aussi des formes visuelles de maladies avec le visuel progressif, qui sont souvent d'ailleurs la grande diagnostic, parce qu'il n'y a pas d'explication. Les ophtalmologistes ne trouvent pas l'explication aux troubles visuels que patient. C'est souvent en relation avec ce qu'on appelle une atrophie corticale postérieure, c'est-à-dire une atrophie de la partie postérieure des cerveaux, qui elle-même est un syndrome et qui peut être causée par différents types de maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, mais éventuellement d'autres maladies. Donc la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas simplement une maladie de la mémoire, ça peut aussi se manifester d'un point de vue clinique, ça peut affecter d'autres fonctions. La suivante. Alors, parmi les maladies les plus fréquentes, parmi les maladies neurodégénératives qui ne sont pas la maladie d'Alzheimer, il y a la maladie à corps de Lévy. Alors, pourquoi corps de Lévy? Parce qu'en fait, les corps de Lévy, c'est la lésion histologique de cette maladie. Elle est composée d'une pathologie qui va affecter une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine. On appelle ça une alpha-synucléinopathie. Et c'est la même protéine qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. Donc la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui est apparentée à la maladie de Parkinson. Et la clinique est généralement assez différente de la maladie d'Alzheimer parce que ce qui va être l'entrée dans la maladie, c'est à la fois des troubles cognitifs, mais aussi des troubles psychocomportementaux, en particulier, tôt dans la maladie, des hallucinations, en particulier
visuelles, des sensations de présence. La maladie va être caractérisée, en tout cas dans sa forme typique, par la présence de fluctuations. À certains moments, les patients vont être parfaitement bien, à d'autres, ils vont l'être beaucoup moins bien. Il y aura un certain nombre d'autres troubles qui seront observés, notamment des troubles du comportement pendant le sommeil. Il peut y avoir parfois de véritables délires, d'idées délirantes avec une tonalité paranoïaque. Et puis, encore une fois, dans les formes typiques, ce sont des maladies apparentées à la maladie à corps de Lévy, mais qui s'en différencient à la pardon, mais qui s'en différencient par le fait qu'il y a une atteinte corticale, alors que dans le Parkinson, il y a peu ou pas d'atteinte corticale. Il y a un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire des signes moteurs, un tremblement, une rigidité, une diminution de la mobilité. C'est la deuxième cause de démence dégénérative. C'est une cause importante à identifier parce que c'est une cause qui répond bien au traitement symptomatique que l'on a à notre disposition. La suivante. Le deuxième grand de démence dégénérative, c'est ce qu'on appelle les dégénérescences lobaires frontotemporales. Et dans ces dégénérescences lobaires frontotemporales, en maladie non-Alzheimer, il y a plusieurs maladies sous-ensemble, et notamment il y a ce qu'on appelle la démence frontotemporale qui va se présenter dans les cas les plus typiques sous la forme d'un variant qu'on appelle le variant comportemental. C'est-à-dire que là aussi, les premiers troubles, les premiers symptômes, les signes qui vont être à l'origine de la maladie, ce n'est pas des troubles cognitifs, c'est des modifications du comportement, soit sur le mode apathique, inerte, donc plutôt négatif, ou sur un mode désinhibé, avec surtout l'apparition de comportements que nous qualifions nous, de stéréotypés, de persévération, qui peuvent apparaître comme des rituels. Le patient voilà, qui vont s'installer, et va aussi, probablement aussi avoir une altération de son empathie, et puis d'autres modifications, notamment une hyperoralité, une boulimie. Ce n'est pas la présentation de la frontotemporale, il y a une présentation linguistique, physique, notamment quand il y a une atteinte de la mémoire, non pas de la mémoire épisodique, de la mémoire récente, mais de la mémoire des concepts des personnes, c'est ce qu'on appelle la démence sémantique. Donc cette démence frontotemporale a vraiment comme différence avec la forme prototypique de la maladie d'Alzheimer, de commencer par des troubles du comportement, d'où la nécessité d'une enquête clinique approfondie, notamment avec les dents, pour savoir quels sont les troubles du comportement que présente le patient, et ce qui est parfois difficile à évoquer devant le patient, d'où la nécessité, avec l'accord du patient, de recueillir le témoignage de l'aidant de manière dissociée, et de manière à ce qu'il puisse nous livrer ses observations. La suivante. Pour finir sur la dégénérescence lobaire frontotemporale et pour ces maladies neurodégénératives, vous entendrez peut-être parler d'autres maladies neurodégénératives, notamment d'une maladie qui s'appelle la paralysie supranucléaire progressive, qui fait partie de ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens atypiques, c'est-à-dire que dans la forme prototypique, c'est une maladie de la maladie qui va essentiellement se caractériser par des chutes itératives, par des troubles de la motricité oculaire, mais qui va aussi être associé à des troubles cognitifs, à un ralentissement, à une modification du comportement, à une apathie, à des troubles de la parole. Et puis une autre maladie apparentée, c'est la dégénérescence corticobasale, qui elle aussi rentre dans le groupe des syndromes parkinsoniens atypiques. Donc c'est d'abord des maladies de la motricité, mais qui vont affecter la cognition. Et dans le cas de la dégénérescence corticobasale, dans sa forme la plus classique, c'est un trouble de la gestualité, non pas un déficit moteur, mais une perte des connaissances que nous avons, que notre corps a sur, par exemple, l'utilisation de certains outils, etc., ce qu'on appelle de l'apraxie. La suivante. Voilà, donc simplement, je pense que ça doit être ma dernière ou mon avant-dernière, je ne me souviens plus. En tout cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le diagnostic étiologique, qui n'est pas limité à la clinique, et encore une fois, mes collègues vont en parler, il est orienté par la clinique. L'intérêt du diagnostic étiologique, je crois qu'on en reparlera aussi, c'est de le faire précocement, parce que plus la maladie évolue, moins il y a un intérêt à essayer de différencier les étiologies, et devant un syndrome démentiel sévère, ça devient
impossible de savoir de quelle pathologie neurodégénérative il s'agit au départ. Et donc il y a des alertes qui doivent nous faire penser. Je ne dis pas que c'est automatique, il faut toujours se méfier de soi-même, il faut toujours se poser des questions. Le doute diagnostique a été évoqué par le président du Collège de médecine générale. Je crois qu'il faut rester toujours dans ce doute, mais il y a des situations qui doivent nous faire encore plus douter pour poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, quand il y a des troubles de la motricité en début d'évolution, quand il y a une symptomatologie qui est plutôt comportementale plutôt que cognitive en début d'évolution, quand il y a des troubles cognitifs mais qui ne touchent pas spécifiquement la mémoire épisodique, quand les troubles s'installent précocement et quand l'évolution est rapide. Rappelons que c'est un diagnostic de probabilité, le diagnostic clinique, et rappelons aussi que en fait, nos cerveaux ont souvent, enfin les cerveaux des patients ont souvent plusieurs pathologies associées, et donc il y a souvent une co-occurrence de pathologies cérébrales associées. Voilà, je crois que c'était la dernière pour le propos que je voulais tenir sur les troubles cliniques, voilà, des maladies, surtout des maladies. Merci beaucoup Mathieu Secaldi pour cette présentation très riche et très complète. Vous restez bien sûr avec nous pour répondre aux questions. Alors comme vous l'avez dit, la présentation clinique de ces maladies peut être trompeuse, mais je vous propose d'écouter tout de suite le professeur Pierre Crolac-Salmon qui va nous dire en quoi il faut approfondir donc ce diagnostic pour vraiment poser le nom d'une maladie. Professeur Crolac-Salmon, je vous passe la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe de l'Union nationale France Alzheimer de son invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour partager cet intérêt, cette motivation de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. On a vu avec le professeur Secaldi que c'est un processus qui est complexe. Les orateurs de ce matin ont bien insisté sur le fait que c'est un parcours, une trajectoire, j'aime bien ce terme, diagnostic, partagé, collective et gradué. On a coécrit avec le Collège de médecine générale, la Fédération des centres mémoire sur ce qui doit être personnalisé et gradué. Et je vous propose de... C'est pas chez moi. Je vous propose de m'appuyer sur une liste de motivation pour le diagnostic qui a été travaillée par la dernière action conjointe européenne, partagée avec l'équipe du plan maladie neurodégénérative en France et partagée également avec le Collège de médecine générale, une liste de motivation pour un diagnostic, quelle que soit l'étiologie, mais également des motivations qui vont dépendre du diagnostic de la cause de chaque maladie. Diapositive suivante. Donc voilà cette liste des bénéfices attendus du diagnostic que vous voyez à gauche, qu'on va examiner ensemble et adapter, motiver par le diagnostic étiologique des maladies. Alors commençons par le droit de savoir. Suivante. Il faut bien avoir en tête, et chaque professionnel de santé doit le savoir, que la population générale craint énormément la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, comme ça a été rappelé par cette enquête européenne conduite par Alzheimer Europe avec France Alzheimer pour la France, qui rappelait que ces maladies, après le cancer, suscitent une crainte très importante dans la population générale et que la population générale est prête à consulter et à entendre un diagnostic, même si il est associé à un pronostic tel qu'on le connaît. Il y a des soins qui peuvent être lourds et des complications également lourdes. Diapositive. Une autre enquête mondiale cette fois-ci qui montre que la majorité des personnes interrogées, même en dehors des familles concernées, est inquiète de ces maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, pense qu'il faut s'appuyer sur la recherche biomédicale pour progresser
dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, et fait confiance en l'avenir pour la découverte de thérapeutiques qui vont être spécifiques de ces maladies. Et enfin, rappelle que la population générale a besoin de plus d'informations de la part des professionnels de santé, médecine générale, spécialistes bien entendu. Suivante. Donc après, le droit de savoir qui est motivé par la personne elle-même, par l'entourage, et qui vient enquêter, qui vient demander une enquête diagnostique par rapport à ce trouble inaugural auprès du médecin généraliste, puis auprès du médecin spécialiste. Eh bien, ce droit de savoir concerne des diagnostics apparentés ou des diagnostics différentiels de la maladie d'Alzheimer, y compris des causes curables de troubles cognitifs. Le professeur Secaldi en a parlé. La dépression, mal pris en charge, non diagnostiquée, va conduire vers des troubles cognitifs avérés qui peuvent être très, très handicapants. Suivante. Je ne vais pas reprendre les critères diagnostiques de ces maladies, mais insister sur les items qui sont très différentiels et qui sont importants pour le patient et la famille. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie liée au vieillissement. Ce n'est pas le vieillissement physiologique, mais c'est lié au vieillissement. Et ça va commencer souvent par un trouble de mémoire et parfois non, par un trouble du langage, par un trouble visuel, mais très généralement par la mémoire. Et puis les modifications comportementales, celles qui sont très perturbatrices, celles qui handicapent vraiment le quotidien, vont se venir secondairement par rapport à d'autres maladies apparentées. Suivante. Nous disposons de diagnostics qui sont précis, de critères diagnostiques qui sont précis. Maladie d'Alzheimer, encéphalopathie vasculaire, nous allons en parler cet après-midi. Les formes cliniques révélant ces maladies sont différentes de la maladie d'Alzheimer. Les mesures thérapeutiques vont être différentes. Nous allons être très vigilants sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le tabagisme vont être particulièrement surveillés pour limiter l'évolution de ces encéphalopathies vasculaires, mais ce sera bien revu cet après-midi. La maladie à corps de Lévis a été abordée. Cette maladie va commencer par des troubles du sommeil, une agitation pendant le sommeil, une verbalisation pendant le sommeil, puis des troubles cognitifs, des hallucinations qui sont précoces dans l'évolution, beaucoup plus précoces que dans la maladie d'Alzheimer, qu'il va falloir expliquer aux patients, expliquer à l'entourage pour commencer par les dédramatiser, expliquer cette sensation de rêve éveillé, expliquer qu'il n'y aura pas forcément de traitement médicamenteux. Si on peut éviter les traitements médicamenteux, c'est bienvenu parce que ces traitements médicamenteux antipsychotiques vont être associés à des effets secondaires qui peuvent être très lourds dans cette maladie, beaucoup plus lourds que dans d'autres maladies comme la maladie d'Alzheimer. Les dégénérescences frontotemporales sont beaucoup plus. Il y a aussi une grande importance du diagnostic étiologique pour informer le patient et la famille de risques familiaux, de formes génétiques beaucoup plus fréquentes que dans les autres maladies, de ces modifications comportementales qui peuvent être totalement déroutantes, non seulement pour le patient, mais pour l'entourage. Ça peut être pris pour de la psychiatrie, ça peut être pris pour de la manipulation des patients, et expliquer les changements, on y reviendra, va vraiment permettre de soulager le patient et l'entourage de conflits parfois intrafamiliaux. Suivante. Parfois, on fait face à un diagnostic d'autres pathologies, d'autres maladies que les maladies neuroévolutives ou vasculaires. Et je prendrai pour exemple l'hydrocéphalie chronique, dite à pression normale, dont le diagnostic va être associé à une prise en charge thérapeutique extrêmement précise, volontariste, qui va très souvent permettre de, si ce n'est guérir le patient de sa maladie, mais en tout cas le guérir de ses symptômes liés à cette hydrocéphalie. Donc, un impact thérapeutique et du diagnostic différentiel qui est extrêmement fort pour cette maladie. Suivante.
Sécuriser le patient et l'entourage va dépendre du diagnostic d'un trouble neurocognitif, quelle qu'en soit la cause, mais va être adapté à la maladie. Suivante. Je prends pour exemple cette étude dont je ne vais pas détailler la méthodologie, mais qui montre très bien qu'à partir du moment où on diagnostique un trouble cognitif, une démence, eh bien, par rapport aux personnes qui ne sont pas diagnostiquées, il va y avoir toute une série de démarches de sécurité pratiquement automatiques apportées par l'entourage, apportées par le médecin traitant, apportées par les professionnels spécialisés, comme prescrire le passage d'une infirmière pour gérer les traitements médicamenteux. C'est absolument inadmissible que des patients avec un trouble cognitif gèrent leur traitement anticoagulant, gèrent leur anxiolytique, alors que c'est associé à des dangers, des effets secondaires qui peuvent être dramatiques. Conduire sa voiture, gérer le réchauffement des plats par le gaz parfois, gérer son compte en banque, eh bien, ce sont des tâches qui sont associées à des dangers qu'il faut sécuriser. Et les personnes qui vont présenter, par exemple, un syndrome frontal vont être beaucoup plus exposées précocement à une mise en danger, à une prise de risque que les personnes qui ont purement un trouble amnésique, d'effet récent, en tout cas en début de maladie. Une fois que la maladie est très évoluée, l'ensemble des patients, avec quel que soit le diagnostic, va être concerné par ces mises en danger au quotidien. Suivante. Annoncer la maladie de façon structurée. Suivante. Nous avons des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont très bien faites au regard du diagnostic et de l'annonce de ce diagnostic qui doit être un processus continu, évolutif. Ce n'est pas « j'ai reçu vos biomarqueurs et je vous annonce que vous avez une maladie d'Alzheimer ». Une bonne annonce, c'est pas ça. C'est préparer un diagnostic de maladie de mémoire ou de maladie du cerveau qui peuvent être associés à d'autres conséquences que la mémoire. Associer d'emblée l'annonce diagnostique à des informations sur les changements, des informations sur l'évolution et surtout des informations thérapeutiques qui doivent être multimodales, médico-psychosociales et médicamenteuses. Ce n'est pas exclusif. Un plan d'action qui doit être tout de suite associé au diagnostic. Comprendre les changements, anticiper l'avenir, on l'a évoqué déjà, c'est très attendu par l'entourage du patient. Expliquer qu'un patient ne sait plus mettre la table, eh bien, c'est expliquer des problèmes de mémoire, c'est expliquer des problèmes de reconnaissance des objets, des problèmes de conception des gestes sophistiqués, et c'est déstigmatiser le patient, déstigmatiser la maladie et immédiatement faire baisser la pression intrafamiliale, diminuer les sources de conjugopathie, de conflits entre les personnes et apaiser le patient et l'entourage et limiter les troubles du comportement. Donc, il est important d'expliquer les changements présents et les changements à venir qui vont dépendre réellement du diagnostic de la cause du trouble neurocognitif. Suivante. C'est très bien exprimé par les aidants familiaux, cette demande d'information, de connaissances relatives aux symptômes, relatives à l'évolution, aux complications comportementales, aux stratégies à adopter face à des modifications comportementales, au coping, à l'impact sur les activités de vie quotidienne, et apporter du soutien aux aidants, c'est apporter du soutien aux patients, c'est apporter du soutien au système de santé, à la société en général. Donc, il faut vraiment ménager une approche très globale, centrée sur le patient et son aidant. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de façon partagée, à partir des soins primaires, en impliquant également les soins secondaires, grâce à des boucles, des visites partagées, un suivi partagé, parce on a bien besoin d'être tous ensemble pour expliquer cette complexité et adresser cette complexité. Suivante.
Un accès à un parcours de soins qui est complexe, on le connaît en France, un parcours de soins qui est riche. Suivante, vous allez pouvoir déployer la diapositive en entier si vous le pouvez. Voilà, un parcours qui part du patient, de son aidant, du médecin traitant, qui va impliquer les consultations mémoire, les hôpitaux de jour, le parcours médico-social, parfois des filières relatives aux troubles du comportement. Si on a de la chance d'être proche des centres qui organisent ce type de parcours, eh bien, ce parcours qui est déployé ici a montré son efficacité, son impact sur la qualité de vie du patient et de l'aidant. Et ce parcours va être adapté au diagnostic, non seulement du syndrome, trouble cognitif, trouble comportemental, et adapté à l'étiologie. L'implication de l'ensemble de ces structures, des professionnels, va être généraliste par rapport à une maladie d'Alzheimer et une maladie apparentée, mais également spécifique. Le suivi d'une dégénérescence frontotemporale va impliquer des conseils, des ateliers spécifiques relatifs à ce type de diagnostic pour être le plus efficace sur certains symptômes comme certains troubles du comportement. Diapositive. Et enfin, l'accès à l'innovation, l'accès à la recherche, l'accès aux essais thérapeutiques, c'est un droit du patient, c'est un droit de l'entourage d'accéder à l'innovation. Suivante. Cette diapositive montre en 2019, pour chaque point, une étude, un essai thérapeutique par différents mécanismes, l'immunothérapie, les anticorps monoclonaux contre la protéine amyloïde. Eh bien, comme le sida, l'HIV dans les années 80-90, encore maintenant, comme certains cancers encore maintenant, un diagnostic le plus précoce possible si on est associé à de meilleures chances d'accéder à l'innovation et à un essai thérapeutique. Malheureusement, il faut agir très précocement, ne pas attendre des dégâts neuronaux trop importants pour accéder à cette innovation. Et ça fait partie des droits et des demandes des patients et de leur entourage. Diapositive. Professeur, il vous reste 2 minutes. Oui, j'ai terminé. J'en arrive sur mes dernières diapositives. Suivante, s'il vous plaît. Voilà un impact très vite, simplement pour vous montrer que ces essais thérapeutiques montrent déjà une efficacité. Ici, vous voyez à droite une diminution, voire une disparition de certaines lésions, comme on peut le voir en tomographie par émission de positons dans la maladie d'Alzheimer, grâce à des anticorps monoclonaux. Suivante. Voilà, pour terminer, ce sera ma conclusion. Vous pouvez déployer les 3 types de pentes. On a un vieillissement de nos réserves, une diminution de nos réserves cognitives, comportementales, qui est accélérée par les maladies chroniques, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, qui va faire qu'on va atteindre un stade de trouble cognitif léger, un stade de trouble cognitif majeur. Et vous voyez que si on relève la pente en orange ici, de ces maladies chroniques, l'impact de ces maladies chroniques, même sans les guérir, simplement en relevant la pente de cet impact cognitif comportemental, eh bien, on va pouvoir échapper de notre vivant à des conséquences, à un handicap cognitif comportemental qui est délétère et trop impactant pour la qualité de vie. Et relever cette pente dépend du diagnostic au moment opportun, quand la personne le souhaite, le demande, quand elle en a besoin, pour apporter des soins qui sont généralistes et qui sont spécifiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions, professeur Crolac-Salmon, pour cette présentation. Elle appelle de beaucoup de questions, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on aimerait vraiment avoir un maximum d'interactivité avec les internautes. Professeur Paquet, je me tourne vers vous. Donc après ces 2 présentations, vous allez nous exposer donc les orientations utiles au diagnostic et donc nous décrire le parcours de soins optimale, idéalisée, si je puis dire. Donc, je vous passe la parole pour 15 minutes et nous répondrons ensuite à toutes vos questions.
Merci beaucoup de m'avoir invité à parler des explorations complémentaires et des examens complémentaires en complément de mes deux collègues. Il y a certaines diapos, nous en sommes convenus, qui passeront un peu vite parce qu'elles sont en complément et elles répètent un peu ce qu'ont dit mes deux collègues. Et je vais essayer de faire comprendre à l'Assemblée les propos du professeur Paul Frappé de tout à l'heure, pourquoi il n'est pas raisonnable de demander aux médecins généralistes d'être experts dans tout. Il a raison. Il y a vraiment une accélération des connaissances dans les maladies neurodégénératives. Donc là, vous pouvez déployer toute la diapo. Je voulais introduire mon topo par un exemple dont a parlé Mathieu et Pierre, qui est que tout trouble de la mémoire n'est pas une maladie d'Alzheimer et n'est pas une maladie neurodégénérative. Et ça, c'est l'exemple qu'on a eu, deux exemples qu'on a eu cette année. À droite, c'est une patiente qui avait un trouble du langage évoluant depuis 2 ans. Pour mes collègues, je précise qu'elle n'avait aucun mot de tête, aucun signe de localisation. Et à gauche, ça c'est un cas de la semaine dernière où une dame se plaint de ses troubles de la mémoire. Et chez ces deux patientes, vous voyez, on a trouvé des anomalies qui affectent les régions du cerveau, ce qui donne des troubles des fonctions cognitives. Diapo suivante. Donc, que vous pouvez déployer complètement. Les maladies neurodégénératives, juste un petit rappel, Mathieu en a un peu parlé, ce sont des maladies qui se caractérisent par des dépôts anormaux de protéines anormales dans le cerveau. Diapo suivante. Il est bien évident qu'on ne peut pas aller regarder dans le cerveau au microscope de tous les patients pour faire un diagnostic précis. Aujourd'hui, voilà comment succinctement sont enseignés, comment sont organisés, comment est organisée la connaissance dans ces maladies. Eh bien, on a une liste de maladies. À gauche, c'est le nom de la maladie. Au milieu, ce sont les symptômes. Et à droite, ce sont les zones du système nerveux affectées. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on nous enseigne les choses. Il est bien évident quand le patient arrive, il n'a pas une étiquette sur son front disant « j'ai une dégénérescence cortico-basale ». Diapo suivante. Et dans la réalité des faits, Mathieu en a parlé, c'est comme ça. C'est-à-dire que on a un patient qui a soit des troubles cognitifs, soit des troubles moteurs, soit les deux. Et vous voyez que les choses s'entremêlent, que dans le meilleur des cas, les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer ont au moins un trouble de la mémoire, mais parfois ça peut être le langage, ça peut être des troubles visuels. Donc c'est pour vous représenter un petit peu la complexité de la situation quand on est en consultation. Et ceci nécessite un diagnostic précis et des examens complémentaires. Diapositive suivante. Donc, vous pouvez déployer toute la diapositive. Pour entrer plus précisément dans les causes de la maladie, des maladies, il y a 4 types de protéines qui se déposent. La protéine bêta et la protéine tau qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer et pour la protéine tau dans la dégénérescence frontotemporale. L'alpha-synucléine qu'on a dans la maladie à corps de Lévy et la maladie de Parkinson, et la TDP43 qu'on a dans la dégénérescence frontotemporale, la maladie de Charcot et plus récemment le LATE. Donc vous voyez déjà, ces protéines, elles ne sont pas caractéristiques d'une seule maladie, elles peuvent se retrouver plus ou moins associées dans différentes maladies. Idéalement, les petits schémas que vous avez sur votre droite montrent la répartition de ces protéines dans les maladies. Mais aujourd'hui, même si on a des biomarqueurs dans la fonction lombaire très spécifiques, on n'a pas encore tous les marqueurs d'imagerie nucléaire qui nous permettent d'identifier toutes ces protéines et surtout la localisation. Donc le dernier examen que vous a montré Pierre, c'était la protéine tau et la protéine bêta dans un cerveau de patient que l'on voit par scanner. Diapositive suivante. Donc ceci, je ne vais pas vous détailler ce schéma, c'est juste pour vous illustrer la complexité des maladies neurodégénératives et que quand vous arrivez en consultation, ce n'est pas au bout de 5 minutes ou après quelques tests qu'on va vous dire voilà, vous avez telle maladie. Il faudra faire des examens complémentaires pour arriver à un diagnostic précis. Aujourd'hui, on peut avoir un diagnostic très précis dans certaines maladies, mais pas encore dans toutes. Donc, on parlera dans ce cas-là de diagnostic probable et c'est souvent l'évolution qui va nous donner la confirmation diagnostique. Diapositive suivante. Donc là, vous pouvez la déployer. Pourquoi j'insiste sur la neuropathologie? Eh bien, parce que l'analyse des cerveaux nous a permis, à droite, de voir dans quelle région du cerveau il fallait regarder les anomalies en IRM.
avec le petit cerveau qui tourne. À gauche, ça nous a permis de développer des marqueurs spécifiques, notamment dans le liquide cérébrospinal, mais aujourd'hui, on met au point des marqueurs sanguins qui ne sont pas encore validés, et puis des marqueurs en TEP, comme vous avez un exemple ici, qui ne sont pas encore autorisés à être utilisés en pratique clinique courante, mais que nous utilisons déjà en recherche. Diapositive suivante. Allez-y. Donc aujourd'hui, ça, Pierre l'a beaucoup détaillé. Ce que l'on fait pour faire un diagnostic, c'est déjà, on veut savoir si le patient a vraiment une atteinte, parce que parfois les gens se plaignent et on ne trouve pas d'atteinte. 2, savoir quel type d'atteinte. Est-ce que c'est la mémoire, le langage, l'orientation spatiale, les facultés visuelles, visuo-constructives. 3, quelle est l'étiologie, c'est-à-dire quelle est la cause. Je vous l'ai montré sur la première diapo. Tout trouble de la mémoire n'est pas une maladie neurodégénérative et n'est pas une maladie d'Alzheimer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que sans biomarqueurs spécifiques, aujourd'hui en France, ça se résume à 100 marqueurs dans la ponction lombaire, eh bien, on a environ 30% d'erreurs diagnostiques. Les diagnostics différentiels compliqués sont la maladie à corps de Lévy et la dégénérescence frontotemporale, et je vais prendre ces 2 exemples pour parler des examens complémentaires. Diapositive suivante. Alors, la maladie à corps de Lévy, je vais passer assez rapidement. C'est surtout pour souligner ce qu'a dit Mathieu, c'est une maladie fréquente qui associe des troubles intellectuels, des troubles moteurs, des symptômes psychiatriques, il n'est pas rare que les patients aillent d'abord en psychiatrie, et des troubles du sommeil. Diapositive suivante. Le premier diagnostic de ces patients, le plus souvent, c'est soit maladie d'Alzheimer quand ils commencent par des troubles intellectuels, soit maladie de Parkinson quand ils commencent par des troubles moteurs. Ce qu'il faut rechercher, et ça Mathieu l'a bien détaillé, c'est tous les signes cliniques, c'est-à-dire il faut voir s'il y a des fluctuations, s'il y a des troubles moteurs, il faut voir s'ils sont associés à des hallucinations et voir s'il y a des troubles du sommeil. Diapositive suivante. En France et partout dans le monde ailleurs, on fait partie du réseau européen maladie à corps de Lévy, il y a une errance diagnostique qui est très importante, pas seulement du fait, et je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, que nous n'avons que des mauvais médecins, c'est pas du tout ça, c'est que, les symptômes remarqués ne sont pas toujours complètement décrits ou pas toujours complètement recherchés, et parfois le tableau clinique initial n'est pas entier. Donc l'errance diagnostique dans la maladie à corps de Lévy est de 4 ans et demi, en tout cas dans les chiffres qu'on a dans mon centre. Diapositive suivante. Donc comment peut-on aller plus loin dans le diagnostic et quels examens complémentaires peut-on utiliser? Je vous l'ai dit, l'IRM, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Si le patient ne peut pas passer une IRM, ça peut être un scanner. Parfois, c'est pas possible de passer une IRM. Ça peut être la ponction lombaire avec les biomarqueurs, et dans les maladies qui présentent des symptômes moteurs, on demande souvent ce qu'on appelle un DAT scan. Donc on injecte une petite substance marquée et avec une caméra, on va aller regarder si la transmission entre les 2 neurones, il y a un petit schéma à droite avec un neurone émetteur et un neurone récepteur, et bien avec cet examen, on va regarder si la transmission entre les neurones dans ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, les noyaux moteurs, se fait bien. Diapositive suivante. Donc ça, c'est vraiment un examen qu'on utilise assez couramment pour distinguer la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy quand le tableau clinique est difficile et quand le tableau clinique n'est pas typique ni de l'un ni de l'autre. Donc à gauche, le petit schéma, c'est ce qu'on appelle un neurological control, c'est-à-dire un sujet normal. Vous voyez, il y a 2 images, je dirais, qui s'allument. Au milieu, c'est un patient qui a une maladie à corps de Lévy. À droite, c'est un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Et vous voyez, les images sont très différenciables entre les deux. Donc, les 2 images, à gauche, neurological control, et à droite, maladie d'Alzheimer, ce sont des images normales, c'est-à-dire que la transmission synaptique entre les 2 neurones se fait bien, et au milieu, le patient qui a une maladie à corps de Lévy et qui a une atteinte de ses noyaux moteurs, la transmission entre les 2 neurones se fait mal, et donc, il n'y a pas de marquage. Donc, le DAT scan, c'est un examen complémentaire important pour distinguer maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy.
Diapositive suivante. Ensuite, il y a un autre type de scintigraphie qui est peu connu et moins utilisé, mais qui est très aidante. C'est ce qu'on appelle la scintigraphie ou MIBG, peu importe le nom. C'est une scintigraphie du cœur. Donc, c'est utilisé également en cardiologie. Pourquoi on fait une scintigraphie du cœur dans les maladies neurodégénératives? C'est pas parce qu'on se trompe, c'est tout simplement parce que dans la maladie à corps de Lévy, il y a une atteinte de l'innervation de ce qu'on appelle du système nerveux sympathique qui va notamment dans le cœur. Et là, on regarde si l'innervation sympathique du cœur est toujours présente ou en tout cas mesurable en scintigraphie. Donc, à gauche, sur les images noir et blanc et en couleur en dessous, vous avez un patient qui souffre d'une maladie d'Alzheimer. Au milieu, vous avez un patient qui souffre d'une maladie à corps de Lévy. Et à droite, c'est un patient, c'est un sujet contrôle. Donc, sur les images de gauche et les images de droite, regardez plutôt celle en noir et blanc, c'est plus simple. Il y a un petit rond en pointillé qui montre qu'il y a un marquage très net, normal. Et au milieu, vous voyez le patient qui a une maladie à corps de Lévy n'a plus de marquage. Ça veut dire qu'il y a une dénervation du système nerveux sympathique dans le cœur. C'est un signe indirect de la maladie à corps de Lévy et ça nous permet de faire le diagnostic différentiel. Diapositive suivante. Ensuite, on a parlé du sommeil. Mathieu et Pierre ont parlé du sommeil. Effectivement, ce sont des symptômes qui sont extrêmement fréquents dans la maladie à corps de Lévy et ce sont des symptômes qui sont, je dirais, très bruyants. Si on ne pose pas la question aux familles ou aux patients, on n'a pas l'information parce que les gens ne font pas le lien. Quand on pose la question, on nous rapporte souvent des cauchemars, une grande agitation, des patients qui se lèvent. Par exemple, hier, j'ai vu un patient qui se levait, qui se réveillait la nuit, qui avait des hallucinations et qui sortait pour suivre les gens dans ses hallucinations. Donc ça, c'est enregistrable et on a des caractéristiques assez spécifiques à l'enregistrement du sommeil dans la maladie à corps de Lévy et ça va nous permettre de nous orienter, de distinguer une maladie d'Alzheimer et une maladie à corps de Lévy. Le deuxième avantage de cet examen, il est peu invasif et en plus, il est très très précoce. Il a été montré dans certaines études que les troubles du sommeil, les cauchemars, les agitations la nuit peuvent survenir jusqu'à 14 ans avant les premiers autres symptômes, soit moteurs, soit cognitifs. Et enfin, les biomarqueurs de la ponction lombaire. Donc la ponction lombaire, il y a énormément de biomarqueurs qui ont été mis au point. Certains sont validés depuis longtemps. Par exemple, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, ça nous permet de confirmer si oui ou non c'est une maladie d'Alzheimer. Dans le cas de la maladie à corps de Lévy, ces biomarqueurs peuvent être normaux, c'est-à-dire pas en faveur d'une maladie d'Alzheimer, peuvent montrer que une des protéines est anormale, ça c'est assez fréquent, mais ils nous montrent aussi, ces biomarqueurs, que dans 25% des cas, la maladie à corps de Lévy est associée à la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est une autre complexité des maladies neurodégénératives, parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de le voir avec ces biomarqueurs-là, mais dans l'avenir, on verra probablement que toutes ces protéines peuvent se déposer en même temps et qu'on peut avoir plusieurs maladies en même temps. Diapositive suivante. Enfin, en IRM, une étude française menée par Frédéric Blanc a montré qu'il y avait ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire un profil d'IRM particulier pour la maladie à corps de Lévy, avec une atrophie, une diminution de volume qu'on voit là où vous avez des zones rouges. Je ne peux pas vous montrer avec le pointeur, mais vous voyez sur les IRM, il y a des zones qui sont en rouge. Eh bien, c'est pour nous montrer là où sont diminués, notamment à gauche, les cerveaux des patients souffrant de maladies à corps de Lévy. Diapositive suivante. Je vais essayer de tenir mon temps. Oui, professeur, il vous reste 2 minutes. Oui, dont a parlé Pierre Crolac-Salmon. Dans la maladie à corps de Lévy, ce sont les deux flèches du bas. On a ce qu'on appelle le l'îlot singulaire. C'est une image assez particulière qui nous montre qu'il y a une diminution d'utilisation de ce marqueur dans les régions alentours, mais pas sur cette région. Donc, c'est assez spécifique de la maladie à corps de Lévy. Diapositive suivante. Donc, c'est une pathologie fréquente.
qui est difficile à distinguer de la maladie d'Alzheimer. Les examens, et je vais m'arrêter là pour pas dépasser mon temps, qui sont nécessaires pour faire les diagnostics différentiels sont d'abord une imagerie, l'IRM ou le scanner, si l'IRM n'est pas possible. Ensuite, un bilan neuropsychologique, c'est pas un examen complémentaire, c'est un examen clinique, mais il est indispensable. C'est avant tout un examen, c'est avant tout un diagnostic clinique. Dans certains cas, une ponction lombaire pour aller chercher les biomarqueurs qui vont nous dire si oui ou non on est face à une maladie d'Alzheimer. Et puis, l'utilisation de ce qu'on va appeler l'imagerie nucléaire, le PET-FDG qui est utilisé en pratique clinique courante, le DaTscan et la scintigraphie du cœur que je vous ai montré, et dans l'avenir, on l'espère, des marqueurs spécifiques de toutes les protéines dont je vous ai parlé et qui nous donneront un diagnostic précis à la fois de la molécule qui est responsable et de la distribution des lésions. Et actuellement, mais ça pourra faire l'objet d'une présentation complètement dédiée, le développement de marqueurs sanguins qui vont être très utiles dans les années à venir. Je vais arrêter là, j'ai d'autres diapos, mais je vais tenir mon temps pour qu'on puisse laisser la place aux questions. Merci beaucoup, merci professeur Paquet, merci à tous les trois pour ces présentations. On a effectivement beaucoup de questions, donc je me tourne vers Benoît. Oui, effectivement, faire beaucoup de questions. Donc, nous allons avoir une bataille d'experts pour à la fois être synthétique et répondre aux nombreuses questions. Une première assez simple, mais qui est à la fois importante, il me semble. Je suis orthophoniste et je me questionne sur notre place dans le diagnostic de ces différentes maladies. Quelle place a notre bilan dans cette démarche diagnostique pour le médecin? Claire Paquet? Allez, J'allais dire Mathieu parce qu'il a fait la partie clinique. Je laisserai la parole à mes collègues également. Il est très important, en deux mots, je vais être synthétique, le bilan orthophonique pour révéler les symptômes et notamment parfois les symptômes du langage qui ne sont pas forcément évidents. Ça, c'est une première chose. Deux, pour les patients qui se présentent avec des troubles du langage, ça nous permet de distinguer quel type de trouble du langage, d'expliquer à la famille que le patient peut avoir des troubles de la compréhension. Et ensuite, les orthophonistes sont très importantes dans la réhabilitation cognitive et l'amélioration notamment des fonctions exécutives et le ralentissement de l'évolution clinique de la maladie. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui, du coup, je vais poser des questions qui ont trait surtout à la maladie à corps de Lévy. Enfin non, je les pose dans l'ordre. En présence de double pathologie, donc parkinsonien et problèmes cognitifs de type Alzheimer, s'oriente-t-on forcément vers une maladie à corps de Lévy ou est-ce simplement deux pathologies distinctes? Désigner peut-être. Pardon? Mathieu Secaldi. Oui, je vais laisser Claire répondre parce qu'elle est très impliquée dans le dossier de la maladie à corps de Lévy. Alors, en fait, il y a deux choses. Soit il s'agit d'une maladie à corps de Lévy parce que la maladie à corps de Lévy associe des troubles cognitifs et des troubles moteurs. Soit, dans 25% des cas, il peut s'agir d'une maladie à corps de Lévy plus une maladie d'Alzheimer. Donc ça, cette distinction-là, on ne peut la faire que si on a des examens complémentaires pour le coup. Et ce qui nous permet de distinguer ça, c'est les biomarqueurs du LCR. Mais en tout cas, l'entité maladie à corps de Lévy associant troubles cognitifs et troubles moteurs existe. C'est une seule et même maladie qui donne différents types de symptômes. Merci. Du coup, toujours autour de la maladie à corps de Lévy, je voudrais connaître les symptômes différents. Il me semble que vous avez déjà répondu à cette question, mais entre Alzheimer et maladie à corps de Lévy, peut-il y avoir, par exemple, des problèmes de jambes, car le mari de cette dame a très mal aux jambes? Je vais laisser répondre Mathieu, non? Tu veux répondre pour la clinique? Oui. Non, mais globalement, on va dire que la légitimité du diagnostic de maladie d'Alzheimer quand il y a des troubles moteurs, des troubles sensitifs, des raideurs précocement dans la maladie.
Donc, le fait d'avoir des douleurs dans les membres inférieurs, ça peut être lié à un tas de choses très différentes, y compris à des pathologies qui n'ont rien à voir avec des pathologies du cerveau. Ça nécessite un examen neurologique. Mais le fait d'avoir des troubles de la motricité qui s'installent très tôt, en même temps, et des troubles au niveau des jambes, par exemple, en même temps que des troubles cognitifs, n'est pas en soi typique de la maladie d'Alzheimer et doit conduire le clinicien à chercher autre chose. Merci beaucoup. Alors après, j'ai une autre question assez générale, mais ne pourrait-on pas parler de maladies neuroévolutives pour englober toutes les maladies type Alzheimer, DFT, MCL, démence vasculaire, etc. Ce terme apparenté est très gênant car elles ne sont pas parentes puisque ce ne sont pas les mêmes protéines qui sont à l'origine de ces maladies. Question pour Pierre. Ça. Pierre, monsieur professeur Krolak. C'est bien une bataille d'experts. Oui. Parce que c'est vrai que ça a été un peu évoqué tout à l'heure, dire apparenté, ça place un peu ces diagnostics en second rang. Alors que quand on est affecté d'une maladie à corps de Lévy, eh bien on est bien concerné en premier lieu et ça envahit la qualité de vie, ça envahit vraiment le patient, l'entourage. Donc moi je plaide également pour ce type de terme. Ça a été le terme maladie neuroévolutive a été introduit il y a quelques années dans le cadre de l'université d'été de l'espace national de réflexion éthique sur ces maladies d'Alzheimer et maladies apparentées à l'époque. Et le terme maladie neuroévolutive est beaucoup plus intégrative d'un arsenal, d'une stratégie thérapeutique neurodégénérative qui nous tire vers le bas inexorablement. Donc, maladie neuroévolutive, c'est un très bon terme qui a été largement débattu et qui a l'avantage également d'intégrer les processus vasculaires. On n'est pas dans un processus neurodégénératif pur et neuroévolutif, ça peut intégrer le vasculaire. Merci. Très bien, merci. Passé 70 ans, les fameuses trajectoires de diagnostic sont-elles les mêmes? Moi, je pense personnellement, après peut-être que Pierre, en tant que gériatre, répondra, mais je pense que là, n'est pas nécessairement le facteur discriminant dans le parcours. Il y a effectivement des patients extrêmement âgés qui vont présenter des troubles et qui vont conduire le clinicien à avoir une approche peut-être moins invasive au plan des examens paracliniques. Et vous avez aussi des patients âgés qui sont en bonne forme physique et qui requièrent l'attention du clinicien autant que des patients jeunes. Donc je crois que moi personnellement, je pense qu'il faut éviter de mettre des seuils, des limites au-delà de laquelle il serait interdit ou au-dessous duquel il serait obligatoire d'aller dans tel ou tel type d'exploration. Du coup, professeur Krolak, si vous avez... on a un continuum d'âge. Bien sûr, il y a les jeunes autour de 35-40 ans, et puis il y a les formes du sujet très âgé, où il va falloir proposer une approche très globale, très pragmatique, sans forcément aller vers une stratégie diagnostique basée sur des biomarqueurs précis, parce que les examens sont encore invasifs. Mais entre ces deux cas extrêmes, eh bien, chaque personne a droit à un diagnostic le plus précis possible. Ça peut être un diagnostic de colésion, qu'on voit beaucoup plus avec l'âge et le grand âge, mais faire l'inventaire précis des lésions supposées implique, nous dirige vers des prises en charge, des prises en soins qui sont plus spécifiques, qui sont plus précises. Et donc, chacun a droit à son inventaire diagnostique et une approche pragmatique visant à la qualité de vie. Donc, on va pondérer un petit peu chaque morceau du diagnostic qui est partagé, collectif, en fonction du profil du patient, qui dépend un peu de l'âge, mais pas seulement, qui dépend des comorbidités, des lésions associées. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je suis d'accord avec ces deux approches-là. Ce n'est pas un vrai débat parce qu'on est tous les trois d'accord, mais c'est pas l'âge qui guide, ce sont, je pense, l'intensité des symptômes aussi. Il y a certaines explorations qui ne sont pas faisables chez certains patients.
même jeunes. D'accord. Merci. Une question spécifique aussi. Où en est-on aujourd'hui sur l'accès et l'utilisation de la RTMS, qui, sauf erreur de ma part, vient du Québec? Il faudra peut-être expliquer ce que c'est aussi, je pense. Pour les maladies d'Alzheimer diagnostiquées ou apparentées, et à part Nantes, y a-t-il d'autres centres médicaux équipés en France? Je ne sais pas si l'un de mes collègues veut répondre. En fait, ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique de stimulation électrophysiologique qui a pour principe d'essayer de, on va dire, citer des régions épargnées par les maladies dégénératives et d'en favoriser l'activité pour qu'elles viennent compenser les défis qui ont touché par la pathologie. Pour l'instant, ce sont des approches, je dirais, essentiellement expérimentales, même si dans certaines maladies, ça a été notamment utilisé en France dans certaines formes d'aphasie progressive, quand il y a des lésions qui sont relativement focales, ça semble avoir donné des résultats intéressants. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut, en tout cas à ma connaissance, utiliser dans le soin courant. Il ne reste qu'éventuellement une approche qui est symptomatique, c'est-à-dire que ça n'agit pas et ça ne peut pas agir sur le cours de la maladie et sur les lésions biologiques qui entraînent la dégénérescence des neurones. Et juste pour ajouter, pour ceux qui ne connaissent pas, alors à Nantes, ils proposent de la RTMS effectivement pendant 6 semaines, couplée à de la stimulation cognitive, et c'est effectivement expérimental, c'est-à-dire que c'est pas du tout validé. Donc on n'est pas en droit d'utiliser la RTMS en dehors de l'expérimentation en France et dire à un patient on va vous améliorer avec de la RTMS. Merci. Bah, du coup, c'est une bonne transition, parce que j'ai une question. Qui peut bénéficier des essais thérapeutiques? Professeur Crolac-Salmon, peut-être, pour... Puisque ça fait partie des éléments que vous avez cités. Oui, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un devoir de la part de l'équipe médicale, de l'équipe soignante, de proposer une information sur la disponibilité d'essais thérapeutiques, de la recherche en général, quel que soit le stade. Alors, la grande majorité des essais thérapeutiques visent les premières lésions de la maladie, les protéines, et c'est là qu'on sera certainement le plus efficace pour une visée curative ou vraiment un objectif de stabilisation des lésions et surtout de la mort neuronale, des conséquences sur les neurones. Donc là, on va avoir tout un arsenal d'essais thérapeutiques qui sont actuellement disponibles dans les centres experts, les centres mémoire, ressources, recherche, qui visent ces lésions, et c'est bien sûr proposé à des stades très légers. Pour ceux qui connaissent le MMS, c'est une échelle cognitive globale, MMS supérieur à 22, supérieur à 24, pour agir avant la perte neuronale trop importante. Mais il faut savoir également qu'il y a des essais thérapeutiques ou une recherche plus globale qui s'intéresse à des stades plus évolués, au stade modéré, voire sévère de la maladie, qui vont explorer des thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses visant à améliorer les symptômes comportementaux, visant à utiliser des médicaments qui seraient moins délétères, qui auraient moins d'effets secondaires que les traitements actuels. Donc, ça vaut toujours la peine de poser la question de l'existence de recherche, d'essais thérapeutiques à proximité de son lieu de vie, de lieu de diagnostic. Mais ça doit aussi collectivement nous motiver pour un diagnostic à des stades extrêmement légers, un repérage très léger en médecine générale et après un diagnostic étiologique en soins secondaires. Ok, merci. Quand les premiers symptômes de la maladie apparaissent, depuis combien de temps la maladie est-elle présente? Question pour Claire. Oui. Oui, vous y avez un peu répondu. Oui, ça dépend ce qu'on appelle premier symptôme, parce que vous savez, il y a des patients qui viennent alors qu'ils n'ont qu'une petite plainte et très peu de symptômes, et certains patients arrivent avec déjà des symptômes
important qui évolue depuis longtemps, sauf qu'il y a eu une tolérance de l'entourage avec des symptômes qui finalement n'étaient pas si gênants au quotidien. Donc si on se dit que les premiers symptômes sont effectivement les symptômes précoces, eh bien les protéines commencent à se déposer environ 15 ans avant les symptômes précoces. Ce sont des maladies très lentes et le temps que les protéines anormales diffusent dans différentes régions du cerveau et que le cerveau n'arrive plus à compenser les régions qui sont affectées, eh bien ça met à peu près 15 ans. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, c'est intéressant parce que pour faire le lien avec la question précédente, Pierre évoquait les essais thérapeutiques chez des patients qui sont à des phases très précoces de la maladie. Et il y a actuellement, qui se mettent en place un peu partout dans le monde, des essais thérapeutiques pour des patients qui n'ont pas de symptômes mais qui ont des lésions. Alors c'est un domaine compliqué, c'est un domaine difficile, mais je profite de l'occasion pour dire qu'en France, on n'a pas mal de barrières, y compris des autorités sanitaires, pour aller dans ce type d'essai. Encore une fois, c'est un domaine compliqué, mais il serait dommage que la France soit un des seuls pays où on ne puisse pas accéder à ce type d'innovation. Merci. Une autre question. J'ai une maman avec une maladie à corps de Lévy plus DFT et 2 enfants avec des troubles de l'apprentissage, DIS et TDAH. Trouble de l'autisme, je pense. Ouais. Y a-t-il un lien et un risque pour mes enfants? Est-ce qu'on peut faire le lien, si je comprends bien, entre corps de Lévy et chez les enfants des troubles de l'apprentissage 10 ou voire des troubles du spectre autistique? C'est des cas pas rares, mais le seul moyen de faire le lien, ça serait de faire une analyse génétique. Mais encore faut-il que soit la maladie à corps de Lévy, soit la DFT soit prouvée, que l'on trouve une anomalie génétique chez la maman en question et qu'on puisse rechercher cette anomalie génétique dans le reste de la famille. S'il n'y a pas d'anomalie génétique, on ne pourra pas rechercher dans le reste de la famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les troubles 10 ou les TDAH sont multifactoriels et pas forcément familiaux. Ils dépendent d'énormément d'autres facteurs. Donc, il nous manque plein d'éléments là pour répondre à cette question. Plein d'éléments sur l'âge de début de la maman, la pathologie exacte, etc., etc. Merci. Du coup, j'en profite pour signaler à tous ceux qui nous suivent que toutes les questions que vous posez, il y aura une réponse écrite, si vous laissez bien votre adresse mail, parce que malheureusement, on ne peut pas poser toutes les questions en direct. Du coup, je rebondis sur une autre question au sujet de la sécurisation des patients. Quelles sont les pistes de solutions pour que le patient accepte les aides ou l'accompagnement lorsqu'il est dans le déni? Il y a pas mal de pistes qui relèvent du bon sens et qui relèvent des moyens qu'on va proposer aux patients à l'entourage, à domicile, y compris chez des patients qui sont un peu réfractaires, qui sont un peu méfiants par rapport aux intrusions à domicile. Il faut égrener toutes ces petites mesures entre le médecin traitant, le médecin généraliste, les infirmiers qui peuvent passer à domicile, les auxiliaires de vie, le spécialiste qui va pouvoir aider également. Il faut réfléchir au gaz s'il permet de réchauffer les plats, la conduite automobile. Il y a plein de petits trucs. On peut expliquer aux patients que temporairement peut-être il faut arrêter la conduite automobile, le temps de poser un diagnostic, suspendre. Ce sont des termes qu'on utilise volontiers en consultation, qui sont moins définitifs que de dire à partir de maintenant vous ne conduirez plus, ce qui peut impacter énormément la qualité de vie du patient. Mais parler de suspension, parler d'aide à domicile qui vont
On peut faire entrer une aide à domicile par le ménage, hein, même si c'est une auxiliaire de vie, justifier de cette aide uniquement sur le ménage, sur les vitres, et puis finalement, il y a une sympathie qui s'installe entre le patient qui était très méfiant et puis l'auxiliaire de vie, et finalement, il va y avoir une aide beaucoup plus globale que le simple ménage. Tout ça, c'est un peu du sens clinique et de l'expérience en consultation. On a la chance quand même en France de disposer de pas mal d'outils, de structures, d'organisation de soins qui permettent d'être un peu innovants et de réfléchir à ces aides qu'on va proposer progressivement aux patients. C'est parfois difficile parce que certains patients sont très, très, très méfiants. Il y a des cas extrêmes de refus total qui sont très difficiles à prendre en charge, effectivement. Merci. Du coup, j'en profite aussi pour dire que, vu que ça fait partie de notre plaidoyer, qu'on milite pour décloisonner le sanitaire et le médico-social, que évidemment, France Alzheimer, dans l'accompagnement après diagnostic, travaille étroitement avec le Collège des médecines générales, avec des centres mémoire, avec des orthophonistes, avec des pharmaciens très bientôt. Voilà, pour du coup qu'il y ait une continuité dans justement l'accompagnement, la prise de soins. Voilà, je fais la parenthèse, mais du coup, je profite pour rassurer ceux qui nous suivent. Une question également, quelle différence évidente entre les signes d'une dépression et ceux d'une maladie dégénérative débutante? Si le médecin traitant ne peut pas répondre à cette question, quel professionnel consulter en premier lieu? Professeur C'est une question difficile. En fait, la différence des symptômes est parfois un peu compliquée à évoquer. Et ce qui est recommandé, c'est que quand on a éventuellement l'hypothèse d'une dépression, avec quand même des éléments cliniques, notamment sur les troubles de l'humeur, sur les troubles du sommeil, qui accompagnent les troubles cognitifs, à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est lié à un traitement antidépresseur, sous réserve de ne pas utiliser certains traitements antidépresseurs qui auraient une action délétère, mais il y en a parfaitement utilisé, et de faire un test thérapeutique sur quelques semaines ou quelques mois. Après, bien entendu, la distinction entre dépression et les autres pathologies neurodégénératives peut requérir l'avis d'un spécialiste. Et donc à ce moment-là, un spécialiste de consultation mémoire, un neurologue, un gériatre, éventuellement un psychiatre peut être importante. Du coup, j'ai une autre question, mais je pense que ça va toucher aussi les politiques publiques. Mais pourquoi ne pas proposer un examen préventif à 50 ans pour les maladies neurodégénératives, comme pour le cancer du sein colorectal, pour un diagnostic plus précoce? Alors, certains pays l'ont fait, comme les États-Unis. Hein, on propose une visite de diagnostic précoce, de prévention, de repérage multimodal. Hein. Il y a la mémoire, il y a la cognition, mais il y a aussi l'ensemble des domaines de la santé qui sont explorés. C'est un peu plus tard qu'à 50 ans, mais c'est proactif, c'est aller vers le patient, aller vers la personne dans sa globalité et proposer un repérage précoce de ces pathologies. C'est en place aux États-Unis. En France, on va vers ça. On a été un petit peu, on a beaucoup réfléchi collectivement, hein, les autorités, les médecins, les soignants ont beaucoup réfléchi à ça parce que tant qu'on n'a pas de traitement curatif de ces maladies, la question était posée d'imposer des diagnostics, hein, alors qu'il n'y avait pas de demande du patient, d'un point de vue éthique, avec une prise en charge qui n'est que symptomatique ou palliative. Mais on a tous pris conscience des bénéfices d'un repérage précoce de la fragilité chez la personne âgée, de la fragilité cognitive, des troubles de la nutrition, de la locomotion. Et le programme de l'OMS, le programme ICOP, va être déployé en France. ICOP pour Integrated Care of Older People. Donc, ce sera proposé après 60 ans. Ça va être expérimental.
dans quelques centres français. Et c'est cette démarche aller vers, je vais vers la population générale par les soins primaires ou par une application d'autodétection de fragilité cognitive, mais pas seulement, et pour générer des alertes vers le médecin traitant qui va pouvoir repérer des maladies beaucoup plus précocement et proposer un programme de soins qui impliquera ou pas les soins spécialisés, un programme de soins intervenant précocement pour éviter des complications. Voilà un peu la démarche qui s'ouvre progressivement sur le territoire. Très bien, je ne sais pas si je peux encore prendre des questions. Oui, quelques-unes. L'anosognosie complique le travail d'appropriation de la maladie. Comment favoriser cet investissement psychique de la maladie lorsque l'anosognosie est présente? Est-ce toujours nécessaire de faire exister le diagnostic malgré cette manifestation? Tu veux répondre? Enfin, je pense juste, peut-être après, c'est pas là. Je crois que de toute façon, la nosognosie ne doit pas du tout être un obstacle au diagnostic. Je pense que le sens de nos interventions, c'est que le fait d'être impliqué dans une approche, c'est une manière de mieux prendre en charge des patients. Alors, ça n'ignore pas le fait que pour certains patients, la prise en charge est très compliquée. C'est très compliqué d'associer le patient en tant que sujet à une démarche diagnostique quand lui-même conscient de ses difficultés ou qui ne mesure pas l'intensité de ses difficultés. Et ça, il n'y a pas, à ma connaissance, de solution toute faite. Mais ce que tout praticien de ce domaine essaye de faire, c'est d'accompagner régulièrement le patient et son aidant, et d'interroger le patient, essayer de renvoyer au patient les symptômes qui altèrent son quotidien pour essayer d'agir. Donc on ne doit pas renoncer à un diagnostic quand un patient est anosognosique, on ne doit pas non plus renoncer à faire appel aux dispositifs d'aide, mais ça nécessite beaucoup plus d'efforts, de discussion et de suivi. En tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est moins confronté à la nosognosie quand le diagnostic est précoce. Plus on attend, plus le patient a la nosognosie, et ça, il y a des études qui ont montré que la nosognosie s'installait avec l'évolution de la maladie. Plus on attend, plus le patient est très intimement lié à son aidant et refusera des aides extérieures également. Donc, un des moyens de lutter contre la nosognosie, c'est de faire du diagnostic précoce et de mettre en place le plan de soins très précocement. Merci. Une autre question. Mon mari a été diagnostiqué ayant une angiopathie amyloïde. Peut-on parler de maladie apparentée? Je ne sais pas ce que ça veut dire maladie apparentée. Donc, à la maladie neuroévolutive. C'est une maladie vasculaire du cerveau dans lequel il y a le dépôt d'A-bêta, donc une des protéines de la maladie d'Alzheimer, qui donne des saignements dans le cerveau, qui peuvent être des petits saignements ou des gros saignements dans le cerveau. Donc, c'est une maladie neuroévolutive qui touche les vaisseaux et qui est quand même due à l'accumulation d'une protéine dans les vaisseaux. Donc, c'est une maladie neuroévolutive. D'accord, merci. Merci. Je vais essayer de synthétiser une question qui revient, mais de manière différente. Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui ont comme retour auprès d'experts ou de spécialistes votre mari ou votre femme est trop vieux ou trop vieille, ça ne sert à rien de la diagnostiquer, passé 75, 72, 80 ans, ça ne sert à rien en fait, de diagnostiquer. Et en complément, puisqu'il y a, voilà, effectivement, comme le disait Benoît, beaucoup de questions sur ce sujet, et certains instituts donc, qui ne prendraient que des patients de moins de 60 ans, pour ne pas les citer. Si je peux dire un petit mot sur cette question, pour moi c'est une réaction archaïque, hein, c'est une réaction dépassée
liées à l'âge, lier un diagnostic et un plan de soins à l'âge des personnes, c'est revenir vers l'ancienne démence sénile, c'est revenir vers des concepts qui sont complètement dépassés. Comme l'a expliqué Claire tout à l'heure, on parle de protéines, on parle de lésions très précoces qui vont agresser les neurones, de colésions, de comorbidité. On doit faire un inventaire très précis des maladies qui affectent une personne, qui affectent sa qualité de vie, son espérance de vie sans handicap, qui est son espérance de vie tout court. Et donc, on sait toute l'importance du repérage précoce, des soins précoces pour espérer cette qualité de vie le plus longtemps possible. Et c'est assez dramatique de constater encore ce type de réaction qui diminue. Hein. Franchement, je crois que c'est une minorité de professionnels ou de personnes qui réagissent comme ça. Ça devient très confidentiel, heureusement. Mais maintenant, on sait que chaque personne a besoin, a droit à des diagnostics et a droit à des plans de soins qui sont adaptés à son profil. Il y a aucune ségrégation, ni par l'âge, ni par les comorbidités, ni par quoi que ce soit qu'un professionnel de santé peut afficher face à une personne. Oui, je suis d'accord avec Pierre. Enfin, l'âge ne justifie pas le fait qu'on n'aille pas plus loin et quelle que soit l'absence de traitement curatif, puisqu'il existe des traitements symptomatiques, mais l'absence de traitement curatif, il y a quand même toute une prévention secondaire qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que la maladie va avoir sa propre évolution et cette évolution peut s'accélérer sous l'effet de certains facteurs. L'anesthésie générale en est un, le Covid, enfin les infections d'une manière générale en sont d'autres. Donc mettre en place une prévention secondaire pour éviter les facteurs accélérants de la dégradation est très importante. Ça, c'est la première chose. Donc moi je ne fais pas de limite d'âge. D'ailleurs, je suis pas sûre de toujours regarder l'âge de la personne que j'ai en face de moi avant de lui parler. La deuxième chose, c'est il y a des situations qui sont quand même assez rares où les familles, quand le patient est institutionnalisé, très âgé, parfois très atteint, ont l'impression que les traitements ne sont pas adaptés. Et donc là, ils viennent en consultation pour avoir un diagnostic précis. Et c'est vrai que quand la personne, qu'elle soit jeune ou âgée, est très atteinte à des troubles du comportement et qu'on ne pourra pas aller plus loin dans les explorations, le diagnostic précis n'est pas faisable. C'est pas qu'il n'est pas utile, c'est qu'il n'est pas faisable. Ce qui n'empêche qu'on peut quand même le prendre en charge sur le plan thérapeutique, quoi. Donc il y a cette situation un petit peu particulière où quand le patient est vraiment très 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 évolué, où on ne peut plus lui faire d'IRM parce qu'il va bouger dans l'imagerie, on pourra bien sûr pas faire de ponction lombaire, pas de TEP, pas de choses comme ça. Ou moi j'utilise pas le mot ça ne sert à rien, c'est pas faisable. Voilà. Merci pour vos réponses rassurantes et je répète aussi qu'il y a aussi tout l'accompagnement non médicamenteux qui vient aussi au secours. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Une toute dernière question. Alors une dernière question, mais du coup qui est assez large et du coup qui est vraiment d'actualité. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques préventives ? Peut-être un mot de chacun. Ah là, je pense que ça mérite un mot de chacun. Hein. Oh, je pense que Pierre peut résumer notre pensée à tous sur ce sujet. Il connaît bien le sujet. Merci Mathieu. La prévention, bon, c'est vrai que ça nous anime tous en ce moment et il faut bien considérer la prévention comme une prévention primaire avant tout symptôme, avant tout facteur de risque, et puis prévention secondaire, tertiaire, une fois que les maladies sont déclarées. C'est-à-dire que le processus de prévention, c'est un processus qui est continu tout au long de la vie, même si la maladie a commencé. Ça, c'est un point, à mon avis, très important. Les trois plus gros moteurs de prévention, ça a été repris par les plus grandes revues comme le Lancet, sont de prévention des maladies cérébrales. Sont l'activité physique. L'OMS préconise 30 à 45 minutes de marche un peu active. Hein. C'est pas
C'est pas que du lèche-vitrine, hein, c'est de la marche un peu nordique, si vous voulez. 30 à 45 minutes par jour, autant que possible en fonction de son état de santé. Deuxième moteur de prévention, la nutrition. Une ambiance alimentaire de type méditerranéen. Des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, des noix, des amandes, des noisettes, et moins de graisses polysaturées comme le beurre, la crème, le fromage. La viande rouge, en France, on mange trop de viande rouge. C'est plutôt 2-3 fois par semaine, pas plus. En revanche, la viande blanche, le poisson sont plus conseillés. Et puis, troisième moteur de prévention, très important, ça a été cité tout à l'heure, les interactions sociales. Interactions sociales pour de la stimulation cognitive écologique, naturelle, avec des moteurs émotionnels, et puis pour de la stimulation thymique, c'est-à-dire lutter contre la dépression, lutter contre l'anxiété. Donc activité physique, nutrition, lien social, et on rajoutera d'autres moteurs de prévention, éviter la surdité, donc des bilans d'hypoacousie réguliers, lutter contre les troubles du sommeil, lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, cholestérol, tabagisme, éviter aussi ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire des ordonnances de médicaments trop importantes avec des effets secondaires. Donc là, on a listé les grands moteurs de prévention qui sont reconnus dans la littérature scientifique internationale et qu'il faut vraiment déployer sur notre territoire au plus près de nos patients et de la population générale. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Alors, un immense merci vraiment à vous trois pour ces présentations et ces explications qui ont été très, très riches.